Je suis impliqué dans les projets ambulatoires depuis environ une dizaine d'années au sein de la SF-ORL et par ailleurs, je dirige un service qui est un service privé à but non lucratif qui est assez représentatif finalement de l'activité nationale de la chirurgie otorhinolaryngologique en France. Et on va donc essayer de voir un petit peu comment on peut obtenir 70% d'ambulatoire puisque c'est l'objectif dans notre spécialité, l'ORL. Alors, l'ORL, c'était une spécialité qui était relativement pionnière, puisque vous savez qu'on fait l'ablation de la végétation depuis pratiquement 50 ans en France, en particulier dans les établissements privés, également à moins de degré lésional, mais c'est un développement qui a été freiné par l'absence de concept en France pendant les années 70 et 80, et on est resté cantonné à une activité extrêmement limitée, et on n'a pas pu étendre à l'époque notre activité à d'autres actes et à d'autres séjours. Donc on a accumulé, comme dans toutes les spécialités en France, un retard qui était assez considérable. Vous savez, je ne vais pas revenir là-dessus par rapport à d'autres pays de niveau de développement similaire. Alors, il y a eu une décision politique il y a un certain nombre d'années, tout le monde le sait, pour développer la chirurgie ambulatoire en France. Évidemment, on n'y a pas échappé. On a dû créer des commissions de réflexion à la Société française d'ORL, auxquelles j'ai évidemment participé, puisque j'étais impliqué là-dedans dès le début. Et on avait à l'époque, quand on a dans l'étude du CREDES, pour l'exemple de la chirurgie rhino-sinusienne, la chirurgie nasale, qui représente la majorité du volume de la chirurgie qui est réalisée dans les établissements privés généraux et les établissements publics, un taux d'ambulatoire à 9% avec un potentiel évalué à 55% par rapport aux publications qu'il y avait dans la littérature et ce qu'on visait chez nos pays voisins. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place des recommandations, on a réfléchi, on a mis en place un certain nombre de recommandations pour sécuriser un petit peu les praticiens et les structures. Et ça, c'est pas nous qui avons décidé. Il y a eu un alignement du remboursement des séjours en WIOSPI, vous le savez, ce qui a permis de donner un véritable coup de fouet, puisque dès cet instant, les structures, les directions d'établissement ont poussé les praticiens à faire de l'ambulatoire. Donc pour réussir une prise en charge ambulatoire, les impératifs organisationnels et la nécessité de sélection et d'évaluation, je ne reviens pas dessus, mais ce qui nous a concerné, nous, otorhinolaryngologistes, nous, opérateurs, c'est quand même si ce n'est pas une histoire de liste, encore une fois, mais il faut quand même cibler la faisabilité de certains actes chirurgicaux en ambulatoire, il faut le faire, il faut essayer de réfléchir à ça, il faut optimiser le geste chirurgical techniquement, et puis surtout, il faut anticiper les complications post-opératoires par une réflexion sur les traitements qu'on peut donner et la façon dont on fait nos soins post-opératoires. Donc du coup, nous en ORL, on a dans notre chirurgie des actes qui ont une durée qui est relativement limitée, dans la majorité des cas, c'est moins de 90 minutes. On a un taux faible de complications et d'hémorragie. On a des douleurs qui sont très modérées par rapport à nos collègues orthopédistes, par exemple, et un contrôle très efficace des nausées et de vomissements. Donc, a priori, on a une spécialité qui est très éligible à l'ambulatoire. Et du coup, l'objectif, c'est d'obtenir un taux de prise en charge évidemment élevé, d'une part. Donc, ça a été le premier objectif de notre réflexion. Et d'autre part, de limiter le taux de conversion et de réhospitalisation à moins de 4%, ce qui est un taux acceptable, dans ce qu'on retrouve dans la littérature. Ce qui signifie que la prise en charge est réussie. Si on a plus que ça, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Alors, donc comme dans d'autres présentations que j'ai vues, on a également réfléchi pour créer 3 groupes de chirurgie, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Groupe 1, c'est ce qui se fait aujourd'hui dans pratiquement toutes les structures, qu'elles soient privées ou publiques, en ambulatoire. C'est les végétations, les yo-yo, donc c'est les petits yo-yo dans les tympans, les fractures du nez, le laser sur les cordes vocales dans le nez, etc. Et la chirurgie cutanée, puisque nous, on est quand même une spécialité frontière, parce qu'on fait aussi de la chirurgie plastique cutanée, on fait aussi de la chirurgie de la thyroïde. Donc on est un petit peu frontière avec d'autres spécialités. Dans le groupe 2, et c'est celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le groupe qui représente le plus gros volume de patients et avec le plus gros levier possible. C'est les groupes des petites tympanoplasties, les trous dans les tympans, la chirurgie laryngio-endoscopique et la chirurgie du nez et des sinus, je dirais standard, qui n'est pas très compliquée, qui n'est pas très longue et qui n'est pas très complexe sur le plan technique. Et puis l'amygdalectomie qui appartient également à ce groupe-là, mais c'est un peu plus discutable parce qu'il y a un risque hémorragique qui est quand même assez fort. Puis enfin, le groupe 3, c'est celui dont on a déjà parlé dans d'autres spécialités. C'est la chirurgie un peu complexe, un peu sexy, un peu difficile, celle qu'on met en avant parce que c'est des chirurgies longues, des procédures difficiles, avec un peu plus de risques. Ça, c'est un groupe sur lequel il faut aussi avoir une action, on va le voir pourquoi par rapport aux statistiques. Alors, ça c'est, en gros, en 2017, on était à peu près à 60% sur le plan national de taux de chirurgie ambulatoire en ORL, mais c'est un taux qui est difficile à évaluer parce qu'encore une fois, il y a des actes qui sont frontières et qui ne sont pas comptabilisés comme la chirurgie thyroïdienne ou la chirurgie plastique cutanée. Donc c'est difficile d'évaluer ça. Moi, je dirige un service qui est un service d'ORL général, standard, qui accueille des internes, etc., et qui a un volume assez important de patients et qui est assez représentatif de ce qu'on a
comme répartition de la chirurgie dans notre pays. Donc, je vais vous montrer un petit peu notre expérience depuis 2013 pour voir comment on a fait pour obtenir le taux d'ambulatoire qu'on a aujourd'hui. Donc, on voit que les actes courts, ceux qui sont tous en ambulatoire, on est à peu près à, attendez, le pointeur il est là, 24%, un quart des actes. Les actes 2, ceux qui nous intéressent tout particulièrement, on est à 30 à 40% et 40% pour les actes complexes. C'est à peu près représentatif de ce qu'on a. Ça, c'est en 2018, on avait à peu près 2200 séjours de l'activité d'ORL chirurgicale dans notre pays, dans un service d'hospitalisation générale. Alors, donc à partir de ce constat, on a édité des recommandations pour 2 groupes de chirurgie, des recommandations très précises sur la prise en charge de la vidélectomie de l'enfant, ce qui est un énorme volume de patients, et sur la prise en charge de la chirurgie standard rhinocylvienne, c'est-à-dire la cloison nasale déviée et la chirurgie du tissu maxillaire et des os propres du nez. Actuellement, je participe à un groupe de travail sur la chirurgie du tympan, mais on n'a pas fini de rendre nos conclusions. Donc, voilà le taux d'ambulatoire dans mon unité. Vous voyez qu'en 2013, on était à un taux qui est celui qu'on a à peu près aujourd'hui, en ORL, à peu près 50-50. Et quand on voit le taux d'ambulatoire par rapport au taux d'hospitalisation qui est ici, ça c'est le chiffre d'ambulatoire, on voit qu'on a d'un seul coup augmenté de manière très considérable à partir de 2014-2015, et puis ensuite on a lentement diminué. Alors ici, il s'est passé tout un tas de choses. On a décidé, il y a eu une volonté dans l'établissement de promouvoir l'ambulatoire avec la création d'un service complètement nouveau, moi je trouve très novateur. On a mis en place toutes les recommandations qu'on avait éditées et on a proposé aux opérateurs des nouvelles techniques et des nouvelles prises en charge post-opératoires pour obtenir leur adhésion et permettre d'obtenir ce taux d'ambulatoire. Puis ensuite, on a fait trop d'ambulatoire en fait au début, on était tout feu tout flamme et on a diminué en fait notre taux pour atteindre aujourd'hui un taux d'à peu près 70% qui est finalement l'objectif qu'on nous demande d'atteindre parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes organisationnels et en particulier le problème principal qui est la sortie tardive pour les blocs de l'après-midi. Alors, comment on a augmenté notre taux de prise en charge ambulatoire? Avant tout, c'est d'obtenir la confiance des praticiens. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, on l'a dit maintes et maintes fois pendant les sessions ici. Il faut que tout le monde soit impliqué, mais au final, c'est le chirurgien, l'opérateur qui va voir en premier le patient et qui va lui proposer la chirurgie ambulatoire. Et si le praticien n'a pas confiance dans cette prise en charge, le patient n'aura pas confiance non plus. Si vous dites à un patient, tiens, on peut le faire en ambulatoire, c'est pas mal, mais c'est pas sûr, le patient va dire, ah non, c'est pas sûr. Si vous dites, ça se fait en ambulatoire maintenant, et que vous êtes très sûr de vous, vous y croyez, le patient, il va même pas se poser de questions, il va l'accepter. Et c'est comme ça qu'on a augmenté notre taux d'ambulatoire, en convainquant tous les praticiens du service que c'était mieux, en fait, qu'ils avaient un bénéfice. Il faut partager les risques, les risques, oui, bien sûr, mais surtout les bénéfices de la prise en charge. Donner aux praticiens l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, qu'il va avoir un bénéfice pour ses patients et pour lui-même à faire de l'ambulatoire avec des patients qui seront mieux, qui seront plus satisfaits. Il va falloir introduire des techniques novatrices pour pouvoir montrer qu'il y a un changement. Ce n'est pas juste, tiens, le patient, au lieu de sortir demain, il sort ce soir. Mais tu ne changes rien, tu fais comme avant. Ça ne marche pas. Il va falloir leur proposer des soins post-opératoires différents, une prise en charge différente, des techniques chirurgicales différentes pour obtenir encore une fois leur adhésion, leur pleine adhésion. Voilà. Tac. Donc ça, c'est l'exemple de la vidélectomie. Je vous ai dit qu'on a édité des recommandations. En 2013, on a 100% d'hospitalisation. C'est-à-dire tous les patients sont hospitalisés, les enfants, c'est que pour les enfants. Ça. Donc on a 150 gamins et ils sont tous 100% hospitalisation. Puis quand on parle aux copains, on va faire de l'ambule, mais t'es malade, ils vont saigner, ils ont mal. Et d'un seul coup, boum, on voit qu'on chute, on inverse tout. On arrive à, ici, un taux d'ambulatoire qui est de 70%, 80%, enfin non, 70% en 2015. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour obtenir ça, pour renverser la vapeur? On a mis en œuvre les recommandations, c'est-à-dire qu'on a cadré la chose en disant voilà, on peut le faire, c'est autorisé, c'est fait, c'est cadré par la Société française et par l'HAS, puisqu'en 2012, ça a été validé par l'HAS, les recommandations qu'on avait éditées. On a ouvert une zone de chirurgie ambulatoire pédiatrique ORL dédiée, au lieu que les gamins soient dans des chambres un peu machin avec leurs gamins, leurs parents, ça ne va pas, ils ne veulent pas ouvrir la bouche, ils pleurent. On a fait une unité vraiment. Alors on s'est fait beaucoup aider par une unité étrangère qui était très en avance, qui nous a vraiment aidé dans notre pilotage. On a fait une unité dédiée pédiatrique et les praticiens ont vu que les gamins étaient mieux. Ils voulaient rentrer chez eux, ils avaient moins mal, ils ouvraient la bouche quand on les vérifiait pour voir si les amygdales ne saignaient pas. Et puis surtout, on a introduit une nouvelle technique, la radiofréquence, qui permet d'enlever les amygdales avec des douleurs beaucoup moins importantes et un taux de saignement moins important. En proposant cette nouvelle technique et en investissant dans le matériel qui permet de diminuer les douleurs et le saignement, on a totalement obtenu l'adhésion des praticiens et on a complètement inversé la vapeur. Alors, ça c'est la chirurgie rhinocylvienne standard, c'est le groupe 2. Le groupe 2, c'est la chirurgie de la cloison nasale, chirurgie du tissu maxillaire, ce qui est le gros volume de la chirurgie nasale, en particulier réalisée dans le privé en France.
Donc là, en 2013, on est à 50-50. Et puis, vous voyez, d'un seul coup, 2014-2015, boum, là, on est à pratiquement 85% d'ambulatoires alors qu'on était à 50%. Tout ça en 2 ans. Comment on a fait? Pareil, on a ouvert cette structure et on a proposé de nouvelles méthodes. On a supprimé un dogme. En fait, il faut abattre des dogmes. Qui était celui du… On mettait toujours des tampons dans le nez des gens qu'on opérait. Hein, on en mettait des tampons et ça, en fait, on s'est rendu compte en analysant la littérature et en faisant un voyage d'études aux États-Unis que ça ne servait à rien. Ça augmentait la douleur, l'inconfort et le saignement. En expliquant ça aux collègues, on a dit on a arrêté de les mécher, donc ils peuvent sortir parce qu'ils sont pas mal et ils saignent moins. Ben, d'un seul coup, boum, on est passé à un taux aussi important d'ambulatoire par la pédagogie et par l'application de bonnes pratiques qui sont analysées dans la littérature et en allant visiter des services qui sont plus en avance que nous dans cette prise en charge. On a développé une approche chirurgicale plus conservatrice, c'est-à-dire qu'on a utilisé des pinces coagulantes pour éviter les saignements, etc., etc. On a respecté certaines structures sur lesquelles on était un peu plus balourd avant. On a développé une analyse standardisée de l'imagerie à partir d'un truc qui s'appelle CLOSE, où on va regarder plein d'éléments pour rassurer les praticiens et pour éviter les complications post-opératoires. Et on a ouvert notre structure ambulatoire particulière. Donc on reprend, ça c'était la première diapo qu'on a vue, sur les 3 groupes de patients qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a nous aujourd'hui? Pour le groupe 2, donc pour le groupe de patients sur lequel on a le plus fort levier, aujourd'hui dans le service on est à 90% d'ambulatoire. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un tiers des patients d'ORL qui sont faits dans ce groupe-là, qui appartiennent à ce groupe-là et qui sont faits à 90% d'ambulatoire. Donc on a un taux très élevé, c'est une réussite par rapport aux recommandations qu'on a fournies. Dans le groupe 2, donc le groupe 3, pardon, le groupe de chirurgie complexe, chirurgie difficile, longue, source de complications éventuelles, on est à 50-50. On est passé à 50% d'ambulatoire, ce qui est pas mal. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est le taux de conversion ambu-hospi. Alors le taux de réhospitalisation, c'est hyper dur de l'avoir parce qu'on ne peut pas l'extraire facilement. Vous savez que les patients ils sont hospitalisés dans des structures, ils appellent les pompiers, ils arrivent dans l'hôpital de secteur, c'est hyper dur. Alors on a un registre mais c'est compliqué. Mais ce taux de réhospitalisation, de conversion est très intéressant. Quand on a ouvert notre unité en 2014, on est passé à 11%, ce qui est monstrueux, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on n'était pas bon du tout. Pourquoi? Parce que on acceptait les sorties tardives, on allait contre les recommandations en particulier de bonnes pratiques, hein, puisqu'on gardait les patients trop tard. Et donc on a corrigé nos pratiques et aujourd'hui on a un taux de moins de 2% de conversion, ce qui est tout à fait satisfaisant. Hein. Mais vous voyez qu'on est passé, dès qu'on a augmenté, on est passé à la vitesse ambulatoire, on a énormément augmenté nos taux de conversion. Il a fallu corriger le tir. Et voilà, bon, les points forts de notre expérience, c'est qu'on a modifié le dogme et en modifiant ce dogme, c'est possible de changer les habitudes des gens en leur démontrant et en leur expliquant qu'on peut faire autrement. L'introduction de nouvelles techniques chirurgicales, c'est à mon sens très important pour obtenir l'adhésion des opérateurs. Il faut leur donner un bénéfice. La chirurgie ambulatoire n'empêche pas l'enseignement des internes, ça j'insiste là-dessus parce qu'on a beaucoup entendu ça. Ah ben l'ambulatoire, il faut aller vite, on ne peut pas faire opérer les internes. C'est pas vrai. Nous, on fait opérer les internes, on a des vieux internes, on les choisit, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça n'a absolument rien changé à nos pratiques. Dans un service opérationnel, les contraintes organisationnelles aujourd'hui sont le principal frein, hein, c'est-à-dire la sortie tardive. Et après une inquiétude initiale, la chirurgie ambulatoire, dans le service, aujourd'hui en tout cas c'est comme ça, elle devient la norme, elle emporte l'adhésion des opérateurs, elle devient la norme. Pour les 70%, dernière diapo, on a 100% d'ambus sur le groupe 1, on a pratiquement 80% d'ambus sur le groupe 2, mais ça ne fait pas 70%. C'est-à-dire que si on se contente de faire de l'ambulatoire standard en s'appliquant aux recommandations, ça ne suffit pas, en ERL en tout cas, pour obtenir 70% d'ambulatoire. Il faut aussi faire une partie, pratiquement la moitié, des actes techniques complexes en ambulatoire, comme par exemple la chirurgie thyroïdienne, qui est en partie réalisée dans le service en ambulatoire. On ne peut pas obtenir 70% d'ambulatoire, en tout cas en ORL, sans faire des actes techniques complexes en ambulatoire. On ne peut pas faire que de l'ambulatoire sur des choses simples de moins d'1 heure qui ne saignent pas, qui sont faciles. Voilà. Je vous remercie de votre attention.